Si vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo, c'est que vous devez être sacrément déprimé. Et oui, car aujourd'hui, on va parler du cauchemar de tout fan de Formule 1 qui se respecte, à savoir l'éventuelle disparition pure et simple de notre sport chéri. Le bilan financier pour l'année 2020 n'est pas encore tombé, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les indicateurs ne sont pas au vert. Le choc économique de l'an passé, pour les raisons que l'on sait, n'a pas épargné la F1. Et même si d'un point de vue organisationnel, on ne peut qu'applaudir la FIA et Liberty Media pour avoir réussi l'exploit d'avoir maintenu 17 Grands Prix au calendrier 2020, les multiples annulations, les reports successifs et le huis clos ont fait un mal fou à la F1 et à son économie, qui était en croissance fulgurante depuis une vingtaine d'années. Par ailleurs, d'un point de vue plus philosophique, la crise actuelle et l'attente du fameux monde d'après qui ne vient jamais semblent également avoir intensifié les débats quant à l'avenir de la F1 et de sa pertinence technologique pour la planète. Bref, autant de questions qui imposent de s'interroger sur l'avenir proche et lointain de la discipline. Alors la F1 est-elle en voie de disparition? On va voir ça tout de suite dans F1 la loupe. Répondre à cette sombre problématique impose d'évaluer la situation à court terme, puis à long terme. D'abord, à court terme, difficile de ne pas parler du marasme financier dans lequel l'entreprise F1 va rapidement se retrouver. Elle qui n'avait connu depuis 20 ans que la croissance, triplant son chiffre d'affaires entre 2003 et 2019. Et si la crise sanitaire et les restrictions qui s'en sont suivies sont évidemment au cœur de la future déconvenue financière à venir, il n'en reste pas moins que la F1 n'a fait que jouer avec le feu avec son modèle économique, ce qui va accentuer la récession du sport. Je m'explique. La croissance de la F1 ces 2 dernières décennies, quoique impressionnante à première vue, n'en a pas été moins artificielle, puisqu'elle s'est beaucoup trop appuyée sur l'organisation de Grands Prix en Asie, continent dans lequel les pays hôtes ont déboursé des sommes monstrueuses à la Formula One Management afin d'accueillir le paddock de la F1. Pourquoi? Non pas parce que la population locale est friande de sport auto, mais parce que ces villes asiatiques d'accueil utilisent la F1 comme un tremplin de visibilité internationale afin d'attirer touristes, jet-set et investisseurs immobiliers. Autrement dit, pour des pays comme la Chine, Singapour, Bahreïn ou l'Azerbaïdjan, la F1 n'est rien d'autre qu'une opération de marketing et de communication. Or, en temps de crise, quelles sont les dépenses que vous coupez en premier? Eh bien le marketing et la communication, car elles ne sont pas prioritaires. C'est ainsi que de nombreux pays asiatiques ont coupé court à la tenue de leur Grand Prix en 2020 pour des raisons sanitaires évidentes, mais sans chercher à les reprogrammer plus tard dans la saison. L'annulation de ces Grands Prix l'an passé n'a donc fait que montrer une fois de plus la dépendance financière de la F1 envers l'Asie, puisque le paddock, basé et donc bloqué en Europe, n'aura tout simplement pas touché les droits commerciaux énormes en provenance de la Chine, du Vietnam, de l'Azerbaïdjan ou encore de Singapour, qui étaient censés lui être versés et qui jouent un rôle déterminant dans les revenus de la discipline chaque année. Pire. Alors qu'on aurait pu penser, malgré une situation sanitaire incertaine, que la F1, forte de sa flexibilité logistique démontrée l'an passé, aurait pu retrouver un calendrier normalisé pour 2021, eh bien la Chine et le Vietnam ont douché tout espoir en déclarant l'annulation de leur Grand Prix pour la saison à venir. Un deuxième coup dur consécutif pour la Formule 1, d'autant que la volatilité de son modèle économique se dévoile au grand jour avec le naufrage du Grand Prix mort-né du Vietnam, dont le circuit et les infrastructures sont flambant neuves, mais qui n'accueillera peut-être jamais le paddock. Et comme une tuile ne tombe jamais seule, si la crise sanitaire est amenée à durer, il ne serait également pas surprenant de voir les sponsors titres asiatiques de la discipline se retirer un à un, ce qui sera une nouvelle rentrée d'argent en moins pour la F1. 2020, c'est enfin l'année du huis clos, qui a dû forcer les propriétaires de circuits à négocier avec la Formula One Management un versement de droits d'organisation au rabais afin de compenser l'absence de spectateurs dans les tribunes. Tous ces facteurs ne présagent donc rien de bon pour la marque F1 et son propriétaire, Liberty Media. Si bien qu'au 3e semestre, le F1 Group déclarait déjà avoir perdu 104 millions de dollars, une somme qui à mon avis n'est qu'un amuse-bouche des pertes nettes de la F1 en 2020. Donc à la question « Est-ce que la F1 peut faire faillite ?», la réponse est techniquement oui. Car comme on vient de le voir, cette discipline n'est pas seulement un sport, mais une entreprise qui peut donc émerger, croître, prospérer et couler. Mais en tant qu'entreprise, elle peut également être vendue, puis rachetée et donc sauvée. D'autant que dans le pire des cas, si la marque F1 telle que nous la connaissons pourrait tout à fait disparaître,
disparaître, elle pourrait aussi réapparaître sous une forme nouvelle, puisque le sport et la technologie, eux, subsisteraient, du moins à moyen terme. Car l'avantage de la F1, c'est qu'elle n'existe que parce que des constructeurs veulent bien investir dans les technologies nécessaires et vendre leur image durant les grands prix. Donc, tant que des circuits, des constructeurs volontaires et une fédération sportive existent, la F1 peut toujours renaître de ses cendres d'une manière ou d'une autre, puisqu'elle n'est pas fondée sur une entreprise, mais sur une industrie automobile et technologique. Du coup, ce qui pourrait causer la perte de la discipline n'est pas tant une absence de revenus qu'une absence de pertinence technologique. Et ça, seul le temps nous le dira. Alors à long terme, la F1 ne disparaîtra-t-elle pas tout simplement d'elle-même par manque d'impact technologique ? Même si cette question a été régulièrement posée au cours de l'histoire du sport, la crise sanitaire, via un regard différent porté sur la planète et son équilibre environnemental fragile, semble avoir intensifié les débats. Car il faut bien comprendre que dans son ADN, la F1 est un laboratoire technologique qui vise à terme à appliquer ses innovations aux voitures de série, à l'image des systèmes de stabilité, de l'antipatinage ou de l'ABS. Sans cet aspect, eh bien, la légitimité de la F1 peut être soudainement remise en question. Et à ce titre, 2 récentes interviews accordées par de grands ambassadeurs de ce sport, à savoir Sebastian Vettel d'un côté et Lewis Hamilton de l'autre, en disent long sur le chemin quelque peu périlleux qu'est en train de suivre la F1 actuellement. Pour le quadruple champion du monde allemand, la F1 est tout simplement tombée dans le piège de la technologie hybride, dont l'utilisation à fond les ballons sur les circuits s'avère totalement inapplicable aux voitures de série actuellement. Nous avons le moteur à combustion interne le plus efficace au monde, mais il n'apporte rien aux véhicules lambda, car la façon dont nous l'utilisons ne trouvera jamais sa place dans la production de série. Sur le circuit, on a constamment le pied au plancher, la récupération et le redéploiement de l'énergie devant s'effectuer sur un laps de temps très rapide. Sauf qu'un moteur conventionnel requiert exactement l'inverse. La technologie développée en F1 est donc inexploitable pour la production de série, d'autant que les voitures de route coûteraient 10 fois leur prix. Voilà ce qu'indiquait Sebastian Vettel au Frankfurter Allgemeine en décembre dernier. Perdue dans une technologie dont la pertinence devant le monde entier peut être sujette à question, la F1 semble également prendre du retard dans l'exploitation des biocarburants. En 2022, une deuxième génération de biocarburants à hauteur de 10% de l'essence consommée sera obligatoire en Formule 1, avant une augmentation de cette part à 30% avec le nouveau règlement moteur, prévu à partir de 2025 ou 2026. Sauf que le monde va très vite, et d'ici là, on peut aisément imaginer que moult stations essence proposeront déjà du carburant fait à 100% d'énergie renouvelable. Dans ce contexte, et pour paraphraser l'ex-pilote Ferrari, où est le rôle pionnier de la F1 là-dedans ? Je sais pas. Par ailleurs, un autre signe me paraît inquiétant pour la pérennité de la F1 telle qu'on la connaît aujourd'hui, à savoir l'émergence de la formule électrique dans l'écosystème du sport auto. Initialement présentée comme une excroissance négligeable, voire méprisable de la Formule 1 par les observateurs, et ce à cause d'un spectacle artificiel et de monoplace aux antipodes de l'épique, ce sport auto, même s'il ne fait toujours pas l'unanimité, loin de là, s'est étoffé depuis sa première saison en 2014. D'abord car la technologie électrique se perfectionne, à l'image de la Gen 2, introduite en 2018 et qui offre une puissance et une autonomie considérablement améliorées. Mais surtout, lorsque l'on compare les participants de la saison 2014 à ceux de la saison 2020, c'est le jour et la nuit. Les Trulli Team, les Virgin Racing et les Andretti Team ont fini par être rejoints par de grands constructeurs séduits par le défi technologique tels que Renault, Audi, Nissan, BMW, Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz et peut-être prochainement McLaren. Et même si certains d'entre eux n'ont été que de passage, BMW et Audi ayant récemment annoncé leur retrait de la discipline, cette attirance de grands noms de l'automobile envers la formule électrique interroge. Écurie de F1 entre 2010 et 2011 avant sa reconversion en Formule E à partir de 2014, Virgin Racing avait envoyé un message fort à l'écosystème du sport auto, message porté par le directeur général Richard Branson, qui estime que dans quelques années, la Formule E dépassera la F1 si elle continue à œuvrer pour l'émergence de voitures propres. Et là, j'en viens à mon interview de Lewis Hamilton datant de mars 2020, dans laquelle le champion britannique s'amusait d'une éventuelle fusion entre la F1 et la Formule E, qu'il a lui-même baptisée FE1. De la science-fiction certes, mais basée sur des faits tout à fait ancrés dans la réalité, à l'heure où de plus en plus de constructeurs enchaînent des plans d'action afin d'atteindre la neutralité carbone et basculer peu à peu vers l'électrique. Le groupe Renault n'y est pas étranger. Quelle que soit la trajectoire empruntée par la F1 ces prochaines années, elle doit dans tous les cas aller dans le sens de la pertinence technologique. Car si ce sport est un divertissement pour nous téléspectateurs, il est avant tout un investissement colossal pour les constructeurs représentés, investissement qui doit répondre
répondre à un besoin en innovation technologique utile pour l'automobiliste et donc pour le consommateur lambda. Si la F1, de par le règlement technique imposé, ne répond plus aux stratégies des uns et des autres, aucune raison d'y rester. Et c'est à mon avis sur ce point que la discipline reine du sport auto va devoir travailler. L'éventuel bourreau de la F1 n'est donc pas l'argent ou le manque d'argent perçu par l'entreprise qui gère son business, mais tout simplement la F1 elle-même et ce qui la constitue, à savoir des voitures et une technologie. N'oublions jamais que sans véhicule à 4 roues, pas de F1 et inversement. C'est donc l'avenir de l'automobile à très long terme qu'il faudra analyser afin de déterminer si oui ou non un lointain descendant de la Formule 1 existera toujours dans plusieurs centaines d'années. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire sur mes propos bien déprimants si le contenu vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux abonnés à ma chaîne et je vous en remercie chaleureusement, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos à votre entourage, car plus on est de fous, plus on rit. Allez, à bientôt pour un nouveau podcast, ciao!